Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc mon nom est Frédéric Serrière, je me présenterai après. Juste simplement, je suis à la fois conseiller en stratégie sur le marché des seniors depuis 17 ans, donc je connais assez bien le sujet, et également investisseur dans les entreprises, soit en direct, soit avec des fonds allemands. Et on investit dans l'impression 3 dimensions, l'intelligence artificielle et la silver economy que je connais bien. Et donc dans la présentation, c'était pour vous donner un petit peu la manière avec laquelle on regarde un projet qui nous est soumis ou qu'on voit sur un stand. Comment est-ce qu'on détecte s'il a un potentiel, enfin si nous on pense qu'il y a un potentiel ou pas. Voilà, donc on peut se tromper des fois, mais souvent on a quand même plutôt raison, heureusement d'ailleurs. Et donc je voulais vous partager avec ceci. J'ai cherché pendant 15 ans un chiffre très parlant de pourquoi il fallait s'intéresser aux seniors. Alors avant, je disais ils étaient nombreux, ils ont de l'argent, etc., etc., etc. Et le chiffre a été publié par McKinsey l'année dernière, en avril. Ils ont fait une étude de marché au niveau international sur la hausse de consommation qu'on va connaître jusqu'à 2030. Donc c'était publié, si vous cherchez cette étude, vous cherchez McKinsey Urban consommation urbaine. Et donc, il y a plusieurs choses. Le premier renseignement, c'est que 90% de la hausse de consommation qu'on va connaître va être gérée par les urbains au niveau mondial. Mais quand vous creusez et que vous regardez l'Europe de l'Ouest, on s'aperçoit que... est-ce que ça, c'est un... Oh non, c'est pas ça. J'ai fait une connerie. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un... Ah oui, c'est ça, voilà. Il y a le gros bouton. Bon, bref. On s'aperçoit que 60% de la hausse de consommation va être générée par les retraités en Europe de l'Ouest. Ça, c'est en plus de la consommation qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc, les plus de 60 ans vont générer 60% de la hausse durant les 14 prochaines années. Et ils ont séparé, donc je suis désolé, mais il n'y a pas de... J'arrive pas à voir le... Ils ont séparé en deux... Ah si, on le voit quand même, ça y est, c'est moi qui le voyais pas, la prise BC arrive là. Vous voyez, donc là c'est l'Europe de l'Ouest, et on voit que 60% de cette hausse va être générée majoritairement par les jeunes seniors, les moins de 75 ans, et après par les plus de 75 ans. Donc la majorité de la hausse de consommation, même si l'autre partie est importante, va être faite sur le confort, sur le bien-être, et plutôt sur les jeunes seniors qui sont indépendants, et pas forcément sur ceux qui sont les plus âgés. Par contre, regardez ce qui se passe au Japon et en Corée, donc Asie du Nord. Là, on voit comme ils sont très en avance sur nous, environ de 15 ans sur le taux de vieillissement. C'est le pays le plus vieux du monde au Japon. Et ben, la hausse de consommation d'ici à 2030 va être générée sur le maintien à domicile, donc sur les plus âgés, maintien à domicile, service à la personne, technologie, téléassistance, alors qu'en Europe, ça sera plutôt en premier, en gros, quand même sur les jeunes seniors. Donc c'est des gens qui ont, ici c'est des gens qui ont, mais j'y vois rien moi, hein. C'est des gens qui ont 55 ans, vous voyez, qui vont passer dans la tranche des 60 ans et plus. Donc en France, on peut dire qu'il y a deux marchés. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube ou sur d'autres trucs, on voit qu'il y a deux marchés. Il y a le marché des seniors qui englobe pour moi tout ça, et la silver economy, quand on regarde, elle se positionne assez souvent sur les générations des plus de 75 ans. Alors qui on est? Conseiller en stratégie. On a un think tank qui s'appelle Age Economy pour les DG-PDG. On est présent en propre à Berlin. On est historiquement français. Londres, Tokyo, on a un salarié à Londres et puis 2 salariés à New York. Et après, on a un réseau. Et en France, vous pouvez voir, on a un site d'information qui s'appelle, bon là c'est plus à jour, qui s'appelle Age Economy. Mais si vous tapez marché des seniors, ça marche. Et on est également investisseur soit en direct. Donc on a investi, sur les seniors, on a investi dans des EHPAD dans l'Europe de l'Est. On est en train de construire des résidences seniors, on a investi dans certaines technologies, mais uniquement certaines technologies de maintien à domicile, dans des systèmes liés à Alzheimer notamment, mais je vais vous expliquer comment je vois la situation et comment on fait pour appréhender un marché. Alors, la première chose que je regarde, voilà. Tout à l'heure, j'étais dans le métro pour venir et je parlais avec quelqu'un qui a une entreprise, une idée d'entreprise à créer. Et je lui ai dit, tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est voir le volume du marché, moi ce que je pense, qui va le payer, combien la personne va le payer, et pourquoi est-ce qu'elle va le payer. C'est-à-dire, en fait, à quel moment elle va le payer. Et
Et donc là, je parle du potentiel du marché. Je prends un exemple. Il y a 2 ans, je rencontre un chef d'entreprise qui me dit, enfin des jeunes, qui me disent voilà, on va faire une application sur l'iPad ou sur la smartphone pour les personnes qui ont Alzheimer avec un axe santé. Et ils me disent bon, on va pouvoir en vendre plusieurs millions. Alors moi, je lui dis écoutez, vous allez être un peu déçus. À mon avis, vous allez en vendre 20 000. Vous voyez, donc dans la tête, il y avait 1 million, 1,5 million. Et moi, je dis 20 000. Donc comment est-ce que j'arrive aux 20 000 Voilà. Donc en fait, déjà à la fin, il n'a pas voulu payer le café. Ils n'ont pas été très contents. Il y a en France, voilà comment je calcule, il y a 1,3 million de personnes qui sont dépendantes. Il y a 900 000 qui sont maladies Alzheimer ou apparentées. Dans les 900 000, il y a environ 500 000 qui sont en EHPAD et qui sont plus, entre guillemets, capables, dans la grande majorité d'entre eux, d'utiliser un iPhone ou d'utiliser un logiciel de manière autonome. Donc le marché, il est plus que de 400 000. Donc déjà, ça commence déjà à blêmir un petit peu, les jeunes là. Sur les 400 000, il y en a environ 150 000 qui sont en phase très peu avancée d'Alzheimer et qui n'en ont pas besoin ou qui vont juger surtout ne pas en avoir besoin. Donc vous en enlevez 150 000, vous êtes à 250 000 déjà. Et puis sauf si on a un ego totalement démesuré, vous voyez, on ne va pas avoir 100% du marché. Voilà, donc en fait, on va dire voilà, qu'on a 10% du marché ou 30% du marché. Donc on va arriver, je ne sais pas, à 50, 30, 40 000% du marché. Et après, il faut enlever ceux qui vont dire j'ai l'information, c'est pour moi, j'ai conscience que c'est pour moi. Vous voyez, donc on est parti à 1 million et on arrive à 20 000 personnes. Donc je vous dis ça parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont quand même surestimé leur marché. Donc on quantifie le marché correctement et on ne me dit pas qu'on va en vendre 1,3 million parce qu'il y a 1,3 million de personnes qui sont dépendantes. Et après, des trucs tout simples, hein, on va regarder la démographie. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y aura, vous voyez, je ne sais pas, 4 ou 5, 6 millions de personnes de plus de 75 ans à l'horizon 2060. C'est intéressant, d'accord, peut-être, on est au macro. Mais moi, c'est qu'est-ce que je vends demain? C'est quand même ça la problématique. Hein. Donc, on va regarder une pyramide des âges. Donc, vous voyez, la date de 2015, le Serrière, il est un peu en retard, mais bon, vous imaginez, c'est un peu décalé. Donc, vous avez, pour situer, vous avez la pyramide des âges, donc du côté des femmes, je crois, ici, et l'autre côté, il y a les hommes, mais juste pour situer. L'âge moyen de la dépendance, environ 83 ans. Vous voyez, c'est pour mettre des fourchettes dans ce que je vais vous expliquer un petit peu après. Et vous avez donc l'espérance de vie en bonne santé qui est ici, donc sans problème important de santé. Et vous avez la génération du baby-boom. Ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, oui, c'est Sarko, c'est Cohn-Bendit, oui, c'est ces gens-là, c'est Bruce Springsteen, ces gens-là, si je ne me trompe pas. Donc, quand on fait un produit qui est basé sur le maintien à domicile, sur la dépendance, sur la prévention, sur les personnes fragilisées, on parle de qui? On parle des gens qui sont ici. Voilà. Et on ne parle pas des baby-boomers. Et certains ont dit, voilà, Cohn-Bendit va avoir une téléassistance, peut-être qu'il en aura une, mais Cohn-Bendit, il est là, il a 72 ans, et donc il aura une téléassistance peut-être dans 10 ans, juste pour caler un petit peu les sujets, d'accord? Donc quand on dit effectivement qu'on veut exagérer son marché, qu'on parle à des investisseurs, on va dire, voilà, ben, sachant qu'on connaît ça, on va dire, voilà, je vais vous présenter des chiffres, pas dans 5 ans, mais dans 20 ans. Comme ça, je vais inclure Cohn-Bendit chez les très âgés, vous voyez? Mais dans les faits, si on veut vendre demain ou dans 2 ans, on va s'apercevoir qu'ici, il y a un petit souci quand même, au niveau de la démographie, c'est que là, ici, il y a le déficit de naissance dû à la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, ça, donc le permis des âges, c'est les âges et le nombre de personnes par tranche d'âge. Donc si je fais un produit dont le déclencheur d'achat concerne des gens qui ont majoritairement, en moyenne, hein, s'il y a des moyennes, hein, qui ont 80 ans, je suis ici, et bien pendant 6 à 7 ans, mon marché ne grossit pas parce que si je n'ai pas une progression, ici j'ai un mur vertical, vous voyez, quand on grimpe, effectivement. Et on peut même imaginer, mais j'ai provoqué un petit peu, c'est là que je vais me faire encore tuer, on peut même imaginer que le marché va se réduire pendant 1 ou 2 ans parce qu'ici vous avez un creux, vous voyez, le creux. Donc, vous imaginez en plus des gens qui décèdent, donc en fait quand tout ça va monter, ceux qui sont positionnés sur des secteurs qui sont sur les plus âgés, donc c'est des beaux marchés, je ne dis pas qu'il n'y a pas de marché, c'est des beaux marchés, mais le boom, c'est pour ça que j'avais écrit en 2013, je m'étais fait engueuler, pourquoi les technologies de maintien à domicile démarreront en 2022 en vrai boom, ben, c'est entre autres, mais pas que ça, mais entre autres parce que je voyais que Cohn-Bendit qui est ici, il sera en âge de les utiliser dans 10 ans.
En plus, j'ai été gentil. Alors là, on va me dire, oui, mais Serrière, vous avez tort. Les gens, on va les équiper en préventif. D'accord, ok. Donc moi, je me lève le matin, je vais bien. Quand Mani se lève le matin, il va bien. Et puis à midi, il lui prend l'idée d'acheter une téléassistance au cas où demain il tombe. Vous voyez, ça marche pas comme ça. Ceux qui ont essayé de faire ça, s'appellent les fabricants de baignoires à douche, les baignoires à porte, là. Il faut vider l'eau avant d'ouvrir la porte. Vous avez compris le système. Ceux qui ont construit ça, ils se sont dit, voilà, on va en vendre des millions parce qu'en fait, c'est en prévention. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pas ça. C'est acheté lorsque Mémé ou Pépé ont vraiment fortement chuté ou lorsqu'il y a eu une grosse frayeur. Donc là, c'est pareil, on est passé de millions à environ 20 000, 30 000 installations de ces genres de douches, et on est, c'est même moins. Voilà, donc, si on est sur ce marché-là, il faut comprendre qu'effectivement, et c'est pour ça que la téléassistance en volume ne progresse pas. Donc quand un téléassisteur grossit en part de marché, c'est qu'il a pris une part de marché à un petit copain, et il faut qu'il patiente encore un peu, ou qu'il aille au Japon, par exemple, je blague un petit peu, pour voir la masse des baby-boomers arriver. Donc ça, c'est le potentiel du marché. Ensuite, je vérifie juste, ah oui, c'est ça. Ensuite, on s'aperçoit très rapidement on entend parler que les retraites vont baisser. On ne va pas faire peur à tout le monde, mais ça va baisser. Hein, voilà. Balladur, tout ça, ils sont passés par là, donc ça va baisser. Et donc, quand on a des revenus qui baissent, on fait quand même des hiérarchies et des choses qu'on va éliminer dans sa consommation. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on va d'abord éliminer des produits qu'on ne juge pas très importants. Et qu'est-ce qui est très important? C'est des produits qui ne sont pas basés sur des besoins qui sont forts. Les besoins forts, c'est rester en vie, rester en bonne santé, la sécurité financière, rester en contact avec la famille. Tout ce qui est sur le plaisir, etc., sauf si on a les moyens, tous ces sujets-là, en fait, vont diminuer. Alors, je prends un exemple. Si on fabrique un ordinateur simple d'utilisation, et qu'on dit, voilà, je vais vous le présenter sur le fait qu'il est facile d'utilisation. Ce n'est pas forcément un besoin fort. Alors, je vais vous le présenter je vais rester en contact avec les petits-enfants. Ah, ça c'est déjà un besoin un peu plus fort dans l'esprit des gens. On peut également le présenter il y aura une application santé qui va contrôler le système et vous allez pouvoir rester en bonne santé chez vous et en meilleure santé chez vous. C'est ce que certains essayent de faire avec la téléassistance et les tablettes tactiles qui sont liées. Donc, basé sur un besoin fort. Et à mon avis, il y a un besoin qui est très très fort, et c'est là-dessus nous qu'on investit, c'est ça en fait. Je raconte la même histoire assez souvent, donc certains vont déjà entendre parler. Il y a environ 5 ans, il y a un baby boomer qui avait 65 ans, qui nous raconte l'histoire suivante dans un focus group, une étude. Moi, je fais de la boxe avec mon fils, il me tape dessus, je lui tape dessus, tout va bien, sauf le lendemain matin, en me levant du lit, moi je me souviens que j'ai tapé mon fils, ou plutôt que je me suis fait taper sur mon fils. Et donc, les générations anciennes, elles disaient plutôt, je vais arrêter la boxe et je vais faire un truc plus simple. Et les baby boomers, les jeunes seniors, ils vont dire, non, moi je veux continuer à taper sur mon fils. Et donc là, on voit qu'il y a un brainstorming à faire de plein d'innovations possibles. On peut imaginer des bas de contention sur tout le corps pour que Pépé puisse mieux récupérer une journée. On peut imaginer des lits chauffants, des masseuses ou des masseurs la nuit. On peut changer les règles de la boxe. On peut attacher une main au fils. On peut faire en sorte que le fils fasse d'abord un échauffement avec quelqu'un de son âge pendant un quart d'heure avant qu'il passe à son père. On peut imaginer plein de choses. Voilà. Donc, là, en rigolant, Toyota travaille là-dessus. Toyota dit, voilà, les véhicules que vous conduisez, ça va aller jusqu'à un certain moment. Au bout d'un moment, ça sera trop dangereux de conduire ou vous ne pourrez plus conduire. Donc, le véhicule autonome va être positionné en partie à ce moment-là. Et ensuite, lorsque vous ne pourrez plus descendre les escaliers pour entrer dans le véhicule autonome, pas de problème, il y aura l'exosquelette qui va arriver. Et l'exosquelette va vous porter pour pouvoir continuer à bouger et à être mobile. Là, je rigole un petit peu, mais le véhicule autonome, il va révolutionner, à mon avis, totalement la mobilité des baby-boomers quand ils vont vieillir. Hier, je parlais dans une formation sur le tourisme, et ils s'imaginaient que lorsque les baby-boomers allaient vieillir, les autocaristes allaient pouvoir remplir leur bus de baby-boomers. Alors déjà, ça, c'est pas bon, parce que le baby-boomer ne veut pas être entre vieux, donc l'autocar, là, le plein de vieux, je ne veux pas être là-dedans. Mais même s'il ne veut plus bouger, ou s'il a des difficultés à bouger,
il prendra le véhicule autonome, à mon avis, pour garder sa valeur importante qui est la liberté chez les baby-boomers. Donc, on dit sur les besoins forts. Donc, les besoins, c'est ça, ce qu'on avait calculé en 2013 avec pyramide de Maslow à notre humble niveau, d'accord, voilà. Vous pourrez télécharger la présentation, hein, si vous voulez. Donc ça, c'est les plus importants, moins importants, qu'on a fait avec des psys, etc. Et après, ce que je voulais vous dire, c'est ça. On s'aperçoit, retourne en arrière, pour ceux qui veulent la photo, voilà. Et après, on s'aperçoit qu'il y a un autre sujet, qui est est-ce que mon produit est reconnu comme important. Là, je sors d'une matinale qu'on a fait sur un diagnostic. Donc, c'est un diagnostic qui va sortir sur une personne âgée ou n'importe qui va pouvoir utiliser un diagnostic qui est sur un smartphone pour voir si son logement est adapté à sa situation et qu'est-ce qu'il faut changer en fait dans son logement pour qu'elle puisse y vivre en sécurité. Alors, petite parenthèse, ça c'est un très bon sujet ça. Quand Franck, le PDG, m'a dit voilà, on veut travailler sur le diagnostic, c'est un diagnostic senior. Donc on va faire un produit pour les plus âgés. Et à chaque fois, généralement, on se dit voilà, le marché va être limité, donc on va vérifier si d'autres typologies de personnes vont pouvoir également l'utiliser pour le rendre cœur de cible senior, mais intergénérationnel. Et on a trouvé des exemples qu'on a présentés ce matin en petit déjeuner. On a le retour d'hospitalisation. 3,5 millions de personnes de plus de 50 ans par an. On peut proposer à ce moment-là le diagnostic pour savoir si le logement est adapté au retour d'hospitalisation. Le diagnostic sera gratuit en plus, dans le business model. On peut le proposer à des baby-boomers qui ont 65 ans qui emménagent. Et on peut le proposer à Airbnb. Parce que pour ceux qui utilisent Airbnb, des fois vous voyez des commentaires. J'avais une valise, je suis âgé, et l'appartement était au 5e, sans ascenseur, c'était pas prévu. Voilà. Donc, on part d'un produit qui est destiné aux seniors et on va l'ouvrir. Maintenant, le problème, c'est quand on pose la question aux baby-boomers, et vous disent, quand on leur pose la question, allez-vous utiliser un diagnostic aux jeunes seniors? Peut-être, parce que c'est nouveau pour eux. Donc, c'est nouveau pour eux, et il faut qu'ils soient au bon moment pour prendre conscience que c'est important pour eux. Donc, un exemple de produit tangible et pas tangible. Donc, tangible veut dire, dans notre esprit, c'est que c'est un produit, je prends conscience que c'est important pour moi. Je prends un exemple. L'assurance santé complémentaire, c'est jugé tangible par 94% des seniors qui en ont une. L'assurance dépendance, qui est quand même positionnée sur la santé, alors là, c'est très peu jugé tangible, parce que j'en ai pas besoin, je ne veux pas me projeter, j'ai pas de prévention, on verra plus tard, etc. Et donc là, vous avez très peu de seniors qui ont une assurance dépendance. Dans les services à la personne, on s'est aperçu il y a très longtemps qu'une grand-mère était prête à payer plus cher le changement d'une ampoule qu'une livraison de repas ou une livraison de courses. Parce qu'il fallait vraiment de la lumière, donc c'était important, il faut que je voie la nuit, voilà, etc. Donc il y a des produits qui sont jugés tangibles, reconnus comme tangibles par certaines générations, et des sujets qui ne sont pas jugés tangibles par d'autres générations. Voyez. Donc, l'idée qu'on va regarder également, c'est combien on peut en vendre, combien on va faire payer le produit, qui va le payer, et à quel moment on va le présenter. Et le diagnostic est jugé tangible au moment du retour d'hospitalisation. Donc, si on n'a pas cette vision-là de mettre sur différentes typologies de personnes, il y a des moments clés, en fait. À quel moment clé? La personne dit, votre truc c'est bien, mais on verra pour plus tard. Et donc, en fait, il faut vraiment vérifier si c'est tangible, si, par exemple, l'autre jour, on était dans un focus group avec un groupe de résidents seniors, on était à Lyon, on regroupait des personnes qui avaient entre 75 et 92 ans, qui avaient une maison en dehors de Lyon. On leur posait la question, l'aménagement du domicile, et puis les résidents seniors, etc. Plein de questions là-dessus. 92 ans, ancienne du CNRS, elle disait « Ah, vous avez quand même raison, il va falloir qu'un jour je pense à aménager la maison. » Vous voyez. Et le client, lui, il voulait vendre une résidence senior. Vous voyez, donc il est encore un peu loin l'horizon est encore un peu loin, voilà. Donc, on va valider si le produit est basé sur des besoins qui sont forts et si la personne a conscience que c'est important pour elle. Et quand on va quantifier le marché, on va prendre en compte de cette notion-là. Sinon, on va arriver à un marché totalement erroné.
que je vérifie. Voilà. L'autre point qu'on va également remarquer, c'est la stratégie. Donc effectivement, là, il y a plein, ça c'est très important, bien sûr. Quand je suis arrivé en 99 sur le marché, on me disait à l'époque, il faut appeler un produit senior. Vous voyez, donc on a eu, tenez-vous bien, la banque des seniors en 2006. C'était pas mal ça, hein, la banque des vieux, vous imaginez le truc. Vous avez un concurrent, un Gosport, il ne faut pas le citer, qui vient nous dire en 2007, ben nous on voudrait faire un rayon pour les seniors. Alors moi je dis, alors là vous voyez, le consultant il est un peu embêté, entre parenthèses, pour rigoler un petit peu, parce que si je dis vraiment ce que je pense, j'ai pas la mission de conseil, et si je dis qu'il n'y a pas de marché, si je dis j'ai pas de mission de conseil, et si je dis oh ouais c'est peut-être intéressant, on va voir ça, je chope la mission de conseil. Vous voyez, donc là on est un peu embêté. Donc moi j'ai dit, ben, comme je suis un peu direct, vous avez compris, j'ai dit ben, écoutez, je vais faire la mission de conseil pour vous à condition que le rayon soit rose fluo, parce qu'ils pourraient se perdre, hein, ils sont tellement vieux qu'ils pourraient se perdre dans les rayons, soit marqué spécial vieux, et puis pour bien penser, c'est dès l'accueil, on dit voilà, plus de 50 ans, suivez la ligne, vous allez là-bas directement. Vous voyez, c'est un peu comme la canne, la SNCF. Voilà. Donc là, ils ont compris en face que ben c'était non, voilà, etc. Donc il ne faut pas effectivement appeler un produit senior. Mais il y a des cas où il faut le faire, on va l'expliquer après. Et là maintenant, quand vous parlez sur les stands et vous posez la question, faut-il appeler un produit senior, ils vont vous dire ah non jamais, hein. Ils ne veulent pas être ghettoisés, etc. Ils ont un peu raison, parce que quand on parlait au DPDG de SFR qui avait lancé SFR Simply, un téléphone simple d'utilisation, je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé ça SFR Senior? Je le provoquais. Hein. Il m'avait dit, mais jamais. Hein. On avait lancé SFR Jeune, on s'était vautré parce que les jeunes ne veulent pas être appelés jeunes. Pourquoi est-ce que voulez-vous que les seniors vont être appelés seniors? Enfin, ça ne viendrait même pas à l'esprit. Alors, quand je vous ai dit que faut pas appeler, quand certains disent qu'il ne faut pas appeler les mots senior, et puis qu'il ne faut pas du tout les appeler, on va un petit peu rigoler. Celui qui suit ça à la lettre, à mon avis, fait des erreurs. Donc en fait, c'est arrivé à une personne qui avait créé un début de réseau de magasins pour les seniors. Et comme on lui avait dit qu'il fallait surtout pas appeler le Senior Store, parce que ça existe en Espagne, Senior Store, on va appeler ça Ojo, H-O-J-O. Ojo, ça veut dire senior en coréen. D'accord, cool, d'accord. Donc en fait, comme Ojo, ça veut rien dire, quand on dit Ojo, voilà, ça veut absolument rien dire. Et puis quand il a percevé qu'il n'y avait pas assez de seniors qui rentraient dans son magasin, il a appelé la baseline le magasin de la génération senior. Vous voyez, donc il a fait les deux trucs qu'il ne fallait pas faire, là, les deux grands écarts, et ça a tellement peu marché que le monsieur s'est suicidé, malheureusement. Voilà, c'est un peu glauque, mais c'est ça. Donc la stratégie est importante, voilà, je rigolais un petit peu. C'est un peu glauque, mais on rigole quand même un peu. Donc, on a développé une matrice. C'est les consultants, c'est les matrices, les mappings, ce genre de choses. Voilà, vous connaissez. Hein. Donc en fait, on a un axe horizontal, c'est le produit, et l'axe vertical, c'est la communication. Comment on le présente? Donc, on peut avoir un produit qui est générationnel et un produit intergénérationnel. Le produit générationnel senior, c'est la couche d'incontinence, c'est la téléassistance, c'est les services de maintien à domicile, c'est la douche. Ça, c'est un produit générationnel. On voit quand même très peu de jeunes acheter une téléassistance. Hein. Et un produit intergénérationnel, ben, c'est un micro, c'est les tables, c'est les chaises, c'est les machines à laver, c'est les télévisions, utilisées par toutes les générations. Et après, on peut présenter le produit de manière générationnelle, on peut se dire, voilà, décidément, on peut dire, voilà, ben, coucou, j'ai un produit pour vous, les seniors, donc on fait le Senior Store, donc là, on a bien compris que c'était pour les seniors, ou alors, on les appelle plus du tout, on va dire, voilà, l'ordinateur qui facilite le contact avec les petits-enfants. Vous voyez, on va dire, voilà, sur un bénéfice, et on ne parle pas de pour qui c'est, mais on parle des bénéfices en dessous. Et donc, ceux qui vous disent qu'il ne faut pas appeler un produit senior, ben, vous leur posez la question, vous laissez parler, bien sûr, hein, pour bien qu'il s'enfonce, le garçon, et vous leur dites, après vous dites, voilà, ben, pourquoi les seigneuriales, ça fonctionne? Ah merde, hein, il y a le mot senior dans seigneurial, voilà, ça c'est con. Donc, on s'aperçoit que, grosso modo, je ne sais pas si je le marque derrière, voilà, grosso modo, je vais revenir, voilà, grosso modo, on peut appeler, grosso modo, il y a environ 30% des seniors qui acceptent d'être ciblés par leur identité de senior. C'est essentiellement les plus âgés, les moins aisés et le milieu rural. Donc, aux États-Unis, on a travaillé avec une chaîne qui s'appelle Senior R Us, comme Toys R Us, vous imaginez
la créativité, hein, c'est la folie. Donc, lui, en fait, c'est senior Ares. Vous imaginez le truc, c'est vraiment pour les seniors. On ne peut pas le louper, celui-là. Et donc, en fait, ça marche parce qu'il me dit, je vais me contenter dans mon étude de marché d'un petit pourcentage de ces 30%. Donc là, ça marche. Et autre avantage, c'est que si on est deux concurrents, il y en a un qui dit, voilà, je fais le magasin Ojo, ou à côté, je fais le magasin Senior Store, celui qui fait une Senior Store, il aura besoin de moins de communication au niveau budget pour faire connaître son magasin, parce que si la ville n'est pas trop grande, au bout d'un moment, tous les seniors vont comprendre qu'il y a un magasin pour vieux dans la rue en question. Par contre, Ojo, il va falloir qu'il rame avec sa publicité. Donc, l'intérêt, en fait, d'appeler un produit senior, c'est le démarrage. Effectivement, c'est plus facile le démarrage. Et il y a un exemple en France, le site planète.fr, qui est le premier site sur les seniors, c'est plus de 3 millions de visites par jour, je pense que même, par mois. Et ils sont très, très performants. En 2001, ils s'appelaient Senior Planète. Ils ont très fortement grimpé, ils ont pris les ascendants sur tous les concurrents qui existaient à l'époque. Et après, ils ont une asymptote, parce qu'après, pour dépasser le 1 million de visites, il fallait les recommandations. Donc quelqu'un qui a 58 ans, qui est sur Senior Planète, et qui envoie passer un ami, qui clique passer un ami l'article qu'il est en train de lire, à son copain qui a 59 ans, l'autre va lui envoyer un message en retour, mais t'es sur un site de vieux maintenant, toi? Donc en fait, il n'y avait pas la recommandation. Et donc ils ont gommé le mot senior, ils ont mis S-Planète, donc en fait, ils étaient ici, là-haut, d'accord? Ils ont dégringolé ici, le contenu ne change pas, donc c'est un produit générationnel, et ils ont fait une communication plutôt intergénérationnelle. Donc en fait, ils ont gommé le senior en S-Planète, et maintenant ça s'appelle planète.fr. Donc le contenu, il est générationnel, mais la communication, elle est plutôt intergénérationnelle. Alors plus on est ici, moins on vend de produits, vous voyez. Voilà, donc je ne vais pas me faire des ennemis, mais il y a des grands groupes ici qui doivent faire des centaines de millions d'euros sur la silver economy et qui font des produits qui sont très seniors. Vous voyez, donc là, il y a une petite incohérence parce que est-ce qu'on va pouvoir faire des centaines de millions d'euros sur des produits très seniors qui sont ceux qui sont les moins consommés? Vous voyez, voilà, une petite question qu'on va regarder également. Oxo, je ne sais pas qui connaît Oxo. Certains vont connaître Oxo, c'est des produits, des ustensiles de cuisine simples. Ça a été développé par un monsieur dont sa femme avait de l'arthrite. Et donc c'est un peu misogyne parce qu'il voulait quand même que sa femme continue à lui faire à manger. Bon, bref. Donc il s'est dit, on va simplifier les ustensiles de cuisine. Donc il a développé des produits qui sont utilisables pour une personne qui a de l'arthrite ou de l'arthrose pour faire la cuisine. Voilà. Et il s'est dit, voilà, donc c'est des produits très ghetto au début. Donc effectivement, tiens chérie, j'ai un produit pour vous. Elle va le voir arriver à un truc pour vieux. Elle va dire, attends, chérie, tu me prends pour qui là, hein? Donc je ne veux pas ce produit pour vieux. Donc je le refuse. Donc ils ont aperçu qu'ils vendaient un marché, mais ils ont plafonné pareil. Donc ils se sont dit, ce qu'il faut faire, on va faire les produits beaucoup plus design, on va les remonter en gamme, donc ils sont passés ici, et maintenant, plus personne ne va dire, voilà, c'est un produit de vieux, Oxo c'est des produits de vieux, vous voyez. Ça répond à une problématique de facilité d'usage, ou pour éplucher sa pomme de terre ou tourner la salade, mais c'est plutôt bien designé, et ils ont carrément designé avec un designer géant en fait, qui est à New York, Smart Design, et ce designer-là a conçu les produits. Quand une grand-mère qui a de l'arthrite ou un grand-père voit que ce produit-là, elle comprend que c'est pour elle, parce que c'est simple d'utilisation, mais le cerveau ne va pas jusqu'à c'est simple d'utilisation parce que je suis handicapé. Vous voyez, c'est vraiment le design qui s'est arrêté au bon moment. Et pareil, pour ceux qui ont suivi, il y avait une gamme senior qui aurait dû sortir chez Seb. Alors ça, c'était génial, ça. Ils ont fait des prototypes avec Smart Design aux États-Unis, et ils ont fait un toaster avec lequel on ne se brûle plus les doigts pour choper les tartines. Pas mal ça, hein, voilà. Vous voyez, donc on part d'un produit senior et on arrive à un toaster qui s'ouvrait complètement là-dedans. Et quand on le voit dans les rayons, on comprend que là c'est bon pour les doigts, ne souffront un peu moins. Donc là c'est pareil. Ils se sont dit voilà, si nous on est Seb, on se positionne ici, on ne va pas en vendre assez. Il faut le rendre plus large. Alors pourquoi c'est pas sorti? C'est parce qu'en fait, quand le chef de projet, le directeur marketing, a présenté cette gamme simple d'utilisation pour les seniors, les 24 autres marques de Seb qui étaient dans la salle, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais Moulinex, bordel, moi j'ai aussi un toaster, il va me cramer mon toaster.
tout le monde va comprendre, pas que les seniors vont comprendre que c'est intéressant, donc ils vont varier sur cette nouvelle gamme. Donc ils ont fait pression pour que ça, vous voyez, ça ne sorte pas. Voilà. Actimel, là, c'est un produit pour toutes les générations, mais il y a eu des communications par génération, en fonction des supports. Il y a eu des communications pour les femmes avec enfants bas âge, il y a eu des communications pour les seniors, donc là on a pris un produit intergénérationnel avec des communications seniors. Alors, grosso modo, plus on est senior, être senior c'est intéressant. Et moi, des fois, par exemple, là, on est en train de travailler sur des protéines. Moi, j'ai dit, écoutez, il faut faire des protéines 50 plus, carrément, parce que c'est comme ça, comme c'est des, oui, un exemple, là où c'est intéressant d'appeler un produit senior. Ils vendent des protéines en magasin bio. On s'aperçoit que lorsqu'une personne âgée, même moi, quand je passe dans un magasin bio, alors, il y a toutes des marques que je ne connais pas, d'accord, avec des produits AB dont je doute du label, vous imaginez, donc déjà, le baby boomer, il va titiller le label, il va dire est-ce que c'est pas vrai. Donc, vous voulez un dentifrice bio, je vous mets des défis de savoir lequel vous voulez, d'accord. Vous allez regarder, vous allez comparer, vous allez rien comprendre, et vous allez prendre celui qui vous intéresse. Ben, au pif, à peu près au pif par rapport au prix ou je sais pas quoi. Donc, en fait, si on a le rayon de l'alimentaire et qu'on met une protéine senior et qu'on l'appelle senior, la grand-mère ou le grand-père va aller dans les rayons, va voir plein de trucs de marques qu'on ne comprend pas, et on s'aperçoit qu'il va aller prendre en partie, en grande majorité, le produit qui s'appelait Senior. Et on fait Senior sans S, parce que les protéines, c'est aussi bon pour les sportifs, et donc on cible à la fois les seniors, à la fois les sportifs, et si on met Senior sans S, les sportifs et les jeunes vont comprendre que c'est pour le côté niveau sportif senior, le junior, senior, etc. Vous voyez, donc c'est un moyen également de cibler plusieurs générations. Donc il m'a dit, quoi, des protéines seniors? J'ai dit, voilà, il faut quand même réfléchir, parce que sinon vous allez avoir du mal à vous différencier dans les rayons. Autre, on verra les questions après, faut noter toutes les questions. J'en veux 50 au boulot. Donc, ensuite, autre chose qu'on va regarder, c'est les facteurs d'âge et les facteurs de génération. Hyper important, ça. Donc, ceux qui sont intéressés, vous tapez facteur d'âge, facteur de génération, INSEE. Il y a un document qui est assez ancien et qui explique bien ce phénomène-là. Facteur d'âge, ça explique en partie que lorsque l'on vieillit, on va changer un type de consommation, donc on va surconsommer certains produits basés sur le vieillissement, et on va moins consommer d'autres produits. Donc, par exemple, alors je donne toujours l'exemple pour bien être clair, plus on vieillit, moins on devient mobile, plus on passe de temps, plus le temps passé à la maison augmente, donc plus la consommation de transport va tendance à se réduire, et plus la consommation dans la maison, donc le confort, le bien-être, la tapisserie, la moquette, TF1 qui va être plus regardé, France 3 l'après-midi, ce genre de choses, tout ça c'est des consommations qui vont augmenter, alors qu'il y a des consommations d'autres qui vont baisser. Donc on va regarder est-ce que le produit ou le service qui est présenté va être positionné sur un facteur d'âge. En fait, entre guillemets, pour répondre à la question, est-ce que le fait qu'une personne vieillit va faire en sorte que le produit va être consommé plus ou moins? Donc quand on dirige, tout à l'heure j'étais avec le dirigeant de Capital Santé, quand on dirige des commerces concurrents à Bastide, on s'aperçoit qu'effectivement, eux, c'est tranquille bilou. Le matériel médical de retour d'hospitalisation, ils vont en vendre assez facilement parce que la population vieillit, il y aura plus d'hospitalisation. Donc eux, ils sont effectivement sur un facteur d'âge. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas sur des facteurs d'âge, qui sont sur d'autres types de besoins. Donc on va regarder, est-ce que lorsqu'une personne vieillit, elle va plus ou moins consommer le produit? Et si c'est moins, on va se dire effectivement, on ne va pas trop investir là-dedans parce qu'on va se prendre une petite claque. Et l'autre facteur qu'on va regarder, c'est la cohérence générationnelle. Par exemple, on va prendre un exemple, les résidences seniors. Les résidences seniors à l'heure actuelle, elles sont, les habitants, les locataires ont environ plus de 75 ans. Donc quand vous investissez dans une résidence senior, les gens qui ont plus de 15 ans, ils vont vieillir. Dans 10 ans, on va estimer et espérer que c'est les baby boomers, donc les jeunes seniors, qui vont aller dans ces résidences en question. Mais la question, c'est est-ce qu'ils vont vraiment y aller? Parce que quand la population en âge dans ces résidences seniors va fortement vieillir, il y aura vraiment des cheveux blancs, ça va être assez difficile de trouver quelqu'un, un baby boomer, qui soit indépendant et qui aille se coller, entre guillemets, au milieu de ce que lui va juger de très vieux. Donc ça, c'est un problème. Vous voyez, donc on va vérifier, est-ce que si on construit quelque chose qui est cohérent pour une génération âgée,
on va bien vérifier, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, ça dépend du produit, le produit va être également consommé par la génération baby boomer, parce que sinon, on est cramé. Autre chose, on s'aperçoit que la valeur de liberté des baby boomers va influencer la manière dont on rentre dans une résidence senior. Les plus âgés, c'est la sécurité, ils sont contents qu'il y ait quelqu'un à l'accueil pour surveiller, etc., pour savoir qui rentre, qui sort, etc. Mais le baby boomer, lui, il va pas voir ça comme ça. Il va dire, mais attendez, mais je suis surveillé là-dedans. Donc dans les résidences qu'on est en train de construire, notamment celle à Berlin qu'on est en train de réhabiliter, il y a 2 types d'entrées. Il y a une entrée pour les plus âgés, ou même pour les autres, avec quelqu'un qui est à l'accueil, mais les baby boomers qui veulent rentrer, qui vont vouloir rentrer sans être vus avec leurs compagnons, leurs compagnes, leur maîtresse et compagnie, etc., ils vont pouvoir rentrer par le derrière de la résidence, et ils vont rentrer directement dans leurs appartements sans avoir passé par l'accueil. Vous voyez, donc c'est des petits sujets très pointus qui vont faire que, et par rapport à l'âge, eh ben en fait, la résidence à Berlin, ça va être un mixte, et d'autres groupes hôteliers sont en train de réfléchir à ça. Ça va être un mixte entre des appartements en location de courte durée, donc pour tout type de population, avec une charte très précise sur le bruit, mais là les Allemands ils sont carrés, donc ça va être assez possible, et des appartements de longue durée pour les plus âgés. Donc on va faire un mixte. On n'appellera pas ça du tout la résidence senior, on va appeler ça un truc X40, on va prendre un nom très moderne pour ces résidences. Donc voilà, donc la question c'est si je fais un produit pour la génération des seniors âgés, est-ce que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, est-ce que les jeunes seniors vont vouloir consommer, sachant que ceux qui ont suivi, ceux qui ont étudié les seniors, il y a des valeurs qui sont quand même très fortement différentes entre les différentes générations. Il y a le même problème. Quelqu'un qui dirige un autocariste, qui a acheté plein d'autocars, et qui pense, imaginer qu'il va pouvoir remplir ses autocars de baby boomers dans 5 à 6 ans, à mon avis, il a du souci à se faire. Donc oui, donc déjà, les baby boomers vont dire, ok, l'autocar, c'est d'accord, bon, d'accord, mais que de grâce, pas 45 places. Hein. Moi, je veux des autocars de 25 à 30 places. Mais ça change tout par rapport à chez l'entreprise qui investit, je ne sais pas combien de millions, dans ces autocars. Vous voyez, donc, on va vérifier, c'est une cohérence générationnelle. Et ensuite, on va vérifier la cohérence dans l'autre sens. Parce que vendre une tablette tactile à mes OPP qui ont 95 ans, c'est quand même assez difficile. Vous voyez, il y a Pernod, effectivement, Pernod, dans le trésor, il va trouver 2-3 grands-mères de cet âge-là qui auront la tablette tactile. Mais ce que le journaliste n'aura pas filmé, c'est tout le temps qu'il aura passé à convaincre la grand-mère à l'étage que la tablette tactile, c'est intéressant, que voilà comment faut l'utiliser pour la faire filmer. Vous voyez, donc en fait, je doute que le commercial à la FNAC ait le temps là, vous voyez, pour convaincre quelqu'un. Donc j'exagère un peu. Donc effectivement, il y a des tablettes tactiles qui sont simplifiées, mais qui ne sont pas vendues à des millions d'exemplaires. Vous voyez, c'est quand même, etc. Et encore, si vous laissez une tablette tactile à une grand-mère, une tablette tactile qui est simplifiée à la grand-mère, qu'est-ce qu'elle va faire au bout d'un moment? Elle va s'y mettre à fond et va vouloir la Samsung ou l'iPad contre. Donc voilà. Donc on va regarder ça. Donc en fait, on regarde si le produit qu'on présente, il est basé sur des usages, donc des comportements qui sont cohérents. En fait, est-ce que la génération qu'on va cibler a déjà ces usages en question? Sinon, il faut faire quoi? Il faut faire comprendre la nouveauté du produit, il faut faire expliquer les usages, donc faire expliquer même à maman qui a 78 ans, qui, bon, ça va à peu près, on lui a acheté une tablette Tabia, donc c'est une tablette Samsung qui est avec une surcouche simplifiée, mais c'est une Tabia, donc le petit-fils, mon fils, il arrive, il dit pas que c'est une tablette de vieux, il l'utilise, au contraire, donc ça pose problème. Et donc, il va utiliser la tablette Tabia qui est très moderne, mais quand même, il y a quand même des difficultés. Il a fallu lui expliquer 15 fois comment on zoome. Quand elle appuie, bon, ça clique pas, donc elle appuie 15 fois, donc après ça clique 2 fois. Oh la galère totale. Donc on va valider que c'est cohérent. Et il y en a plein dans les stands que vous allez voir, c'est pas plein, il y en a quelques-uns, mais dans la Silver Economy, qui proposent des produits à des gens qui ont plus de 75 ans, 60 ou 80 ans, mais sur des usages qui correspondent aux baby boomers. Est-ce que ça c'est cohérent? On ne va pas attendre 10 ans pour vendre un produit, hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit problème. Donc, alors, je n'ai pas dit que c'est pas possible. Soit on va assister la vente, soit on va trouver mais bon, le facteur d'achat, c'est comme si je vous disais, voilà, il y a un logiciel là qui traduit ce que je dis en chinois sans faute. Vous allez me dire, ah bon, il est où? Et je vais vous dire, voilà, il est sur la Wii et la Nintendo. Vous allez me dire, derrière, il est con, moi j'utilise pas ça, c'est pas ma génération.
voyez, donc il y a un décalage, il y a certains produits qui ont un décalage générationnel. Alors, pour expliquer un petit peu les valeurs des seniors, hein, donc ça c'est simplifié, mais vous avez quelqu'un qui s'appelle, dans mes parents, vous allez voir comment j'étais éduqué, hein. Mes parents, c'est religion, d'accord, respect de l'autorité, oui maman, histoire, tradition, rationalisme. Vous voyez, c'est quand même, j'ai été éduqué un petit peu à la dure. Notre génération, voilà. Quand on parle des baby boomers, c'est hédonisme, c'est je me fais plaisir, vous voyez, c'est Silicon Valley, hein, etc. Je me fais plaisir, dans le voyage, c'est la quête de sens, vivre avec l'habitant, etc. La liberté, je fais ce que je veux maintenant, je fais ce que je veux, d'accord. Et on le voit chez Mythic Affinity, vous savez, le réseau pour les mythiques pour les plus âgés. Si vous regardez un petit peu les échanges qui se passent entre les femmes de cet âge-là et les hommes de cet âge-là, les femmes sont très crues déjà, et elles sont très directes. Et elles vous disent, bon maintenant c'est fini, c'est moi qui chasse, hein. Voilà. Donc on connaît la valeur des libertés. Ils n'aiment pas qu'on dise ça, l'individualisme. Donc vous voyez, l'autocar de 45 places, c'est pas trop pour ça. La nostalgie, effectivement, quand on a fumé le pétard à fond et quand on a bézogué à fond en 1968, 69, 70, c'était la fête totale. Donc effectivement, ils ont un peu de nostalgie de l'époque. Et puis ils se pensent jeunes. Donc vous imaginez, quand on a des valeurs ici, qui sont très fortement différentes d'ici, on peut imaginer que des produits qui sont très positionnés sur les seniors vont avoir du mal à être intéressants pour les baby boomers. Et inversement. Donc si on est très généraliste, il faut positionner les produits sur les baby boomers, et c'est les seniors qui prennent un chausse-pied pour s'y adapter. Mais si on fait l'inverse, sachant que les baby boomers sont plus aisés, ont plus d'argent, et plus de revenus, sont plus jeunes, sont autonomes, etc., et plus nombreux, il va y avoir des soucis. Voilà. Donc, dans la résidence senior dont je vous parle à Berlin, la liberté, ils rentrent par où ils veulent. Voilà, ils rentrent avec qui ils veulent, ils rentrent par où ils veulent. Voilà. La jeunesse, on ne voit pas du tout que la résidence, elle est pour seniors. Alors, pas du tout. On voit pas du tout. Il y en a quelqu'un qui m'a dit, Tabia, il m'a dit, tiens, tu pourrais me mettre des tablettes Tabia simplifiées dans ma résidence senior. J'ai dit, non. Il y aura des tablettes tactiles Samsung normales. Donc, tu me passes un accord avec Samsung si tu veux, mais je ne mettrai pas dedans de produits qui sont stigmatisants parce que je veux cibler toutes les générations. Voilà, c'est eux les baby boomers. Hein, voilà. Alors, ils ont peut-être pris un petit âge, parce que la photo là date de 6 ans, donc ils ont pris un coup de vieux. Hein, voilà. Donc la cohérence générationnelle, j'en ai parlé ici. Voilà. Ensuite, il y a un autre axe qu'on va regarder. C'est tous ceux qui ont essayé de développer une technologie pour les seniors, qui n'ont pas écouté Serrière ou qui ne l'ont pas cru, et qui se sont dit, on va quand même faire un produit pour les technologies basé sur une tablette tactile pour les gens qui ont 90 ans. Voilà. Effectivement, là, ils sont aperçus que c'est difficile. Voilà, ils n'ont pas écouté, hein, c'est comme ça. Donc, on va faire quoi? On va les proposer aux EHPAD. Vous voyez, ils changent. Vous voyez, on propose la sécurité, les tablettes tactiles, les machins aux EHPAD. Voilà. Et là, en fait, les EHPAD, les conseils départementaux, leurs problématiques, en premier, on ne parlera pas de l'émission qui est passée sur France 3 il y a un mois, mais en premier, c'est les réductions de coûts. Quand on parle avec le groupe SOS Senior qui a fait un dîner à Géconomie, j'ai demandé à Marie Zubal qui dirige le groupe SOS, parle-nous de ce que tu entends par réduction des coûts des EHPAD. Vous voyez, parce que les budgets sont limités, il y a de plus en plus de pathologies très différenciées qui arrivent, des pathologies beaucoup plus fortes, donc les coûts ont tendance à augmenter. Donc il faut réduire les coûts. Elle dit, voilà, les EHPAD, nous on veut réduire les coûts sur le gâchis alimentaire, effectivement il y a beaucoup de gâchis alimentaires qui sont jetés, sur la surmédicalisation, le trop de médicaments, et sur l'absentéisme. Oui, c'est très difficile de travailler en EHPAD. L'absentéisme est plus fort dans les EHPAD que dans le BTP. Vous imaginez le truc. Voilà. Donc, si on rentre dans une EHPAD, bonjour monsieur le directeur, j'ai un produit pour le bien-être des seniors, etc. Bon, effectivement, ça, il va le comprendre, mais ce n'est pas le bon discours. Le bon discours, c'est un produit pour les bien-être, et j'ai calculé avec un pilote, et des études, et des chercheurs, des machins, que ça va vous réduire de temps l'absentéisme, parce que les gens sont soulagés de ça. Donc, il faut mesurer la réduction de coûts. Donc, ça peut être simplement un système qui va dire, voilà, nous, les deux personnes qui surveillent les pas de la nuit, on a un smartphone avec une application, et on voit tout au long de la nuit qui est couché, qui n'est pas couché, qui a un souci, qui n'a pas de souci. Comme ça, la personne, les salariés vont se concentrer uniquement sur les résidents où ça pose problème, plutôt que de visiter toutes les chambres. Vous voyez, par exemple.
Donc, on peut estimer que ce genre de produits vont réduire, mais on peut estimer aussi que une meilleure gestion des logiciels vont pouvoir réduire. Donc, les conseils départementaux, c'est pareil. Quand on parlait au président du conseil départemental de Strasbourg, je ne sais jamais si c'est le Haut-Rhin ou Bas-Rhin, ça doit être le Bas-Rhin, il me disait, nous, en fait, on verse la part, de grâce, il faut nous trouver des technologies, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir payer la part tout le temps. En Isère, par exemple, où j'habitais, le budget de l'APA, il est explosé et ils prennent sur le budget du développement économique du conseil départemental pour compléter le budget de l'APA. Donc eux, leur problématique, c'est comment est-ce que je fais pour m'occuper de plus de personnes âgées avec des budgets qui sont contraints. Donc on va regarder si on présente un produit, si le produit a un intérêt pour une réduction de coûts. Et ensuite, on va regarder les signaux faibles. Alors ça, il faut avoir un consultant très expérimenté pour détecter les signaux faibles. Non, enfin, sérieusement, il faut connaître le sujet, le secteur. Il y a eu une mode en 2007-2008 et elle est en train de revenir aux capteurs de chute. Vous voyez, ça, c'est la grande mode. En 2007, c'était la grande mode. Ils sortaient un capteur de chute pratiquement tous les mois. Donc, on va mesurer. Donc, on parle du concept suivant. La téléassistance, c'est un bouton qu'on appuie. Dans 70% des cas, la personne ne porte pas le médaillon, ou la personne est évanouie, ou le médaillon il est dans le dos. Voilà. Donc dans 70% des cas, la téléassistance, elle donne des résultats qui sont un peu moyens. Donc ils se sont dit, génial, on va faire des produits où on va détecter les chutes avec des capteurs de chute. L'idée est intéressante, voilà. Donc on va faire des capteurs. Parce qu'en fait, comme ça, si la personne est évanouie, on va déclencher la chute. Si le médaillon est derrière, il y aura quand même la détection de chute. Et si on l'a oublié dans la table de chevet et puis qu'il y a des capteurs dans la maison, on va aussi détecter la chute. Et là, en fait, ils se sont dit, génial, on va développer ça, etc. Et là, il y a eu un souci, qui est que le capteur de chute, des fois, il détecte trop de chutes. Donc là, il nous sature le plateau de l'assisteur, ils sont contents là-haut. Mais surtout, il y a un vrai problème, c'est que des fois, il ne détecte pas des chutes molles. Et le signal faible, il est le suivant, c'est que le DG du téléassisteur, donc Hervé Meunier pour Filien par exemple, il est responsable pénal de ce qui arrive chez son client. Voilà un exemple de signal faible. C'est-à-dire en fait, le bouton, il n'est pas porté, c'est pas de ma faute, et l'évanouie, c'est pas de ma faute, et il est derrière, c'est pas de ma faute. Par contre, si je dis que je détecte les chutes, et qu'il y a une partie des chutes que je ne détecte pas, là, voilà, donc à chaque fois, il y a des signaux faibles qu'on va regarder, etc. Qu'on va regarder très précisément pour voir est-ce que le produit ne peut pas être empêché de son développement. Alors le signal faible, ça peut être ça peut être une loi, ça peut être un règlement, ça peut être un acteur très important quand on veut proposer de l'alimentation aux maisons de retraite. C'est souvent les transporteurs, en fait, les transporteurs d'alimentation qui livrent Sodexo, qui livrent Medires, qui livrent ces gens-là, ou Elior. Eux, ils livrent en fait la salade que vous allez faire en fait. Donc eux, il faut bien vérifier s'ils sont d'accord pour livrer la salade. Parce que s'ils ne sont pas d'accord pour livrer la salade, ça c'est un signal faible. Après, si Sodexo n'est pas d'accord pour vous intégrer la salade dans l'alimentation, il y aura une partie des EHPAD qui sont avec Sodexo, pas tout le monde, qui vont avoir... Donc le signal faible, il est vraiment là en fait. Et généralement, le signal faible est un petit peu oublié. Voilà. Et maintenant, il y a 15 minutes de questions au boulot. Qui pose la première question? J'en veux 50. Une question par rangée. Première question. Ouais, je pense qu'il va y avoir un micro, non, dans la salle pour le... Ah d'accord. Merci pour cette présentation. Vous pouvez nous dire 2 mots sur le marché des aidants de personnes âgées qui se différencient par l'âge et par d'autres besoins également? Alors c'est très vaste. Bon, je ne sais pas si répondre à la question. Les aidants, en fait, elles sont bébé boomeuses à la fois. Donc c'est l'aidantes. Donc j'ai toujours dit à mes parents qu'il fallait adopter très rapidement. Donc en fait, c'est les aidantes qui ont généralement 58-60 ans. Et après, il y a aussi le conjoint, donc il y a 2 types d'aidantes. L'aidantes, elle, dans les bébé boomers, c'est liberté, plaisir, etc. C'est la sérénité qui l'intéresse en premier. Toutes les technologies, tous les produits qui vont la stresser et pas aller dans la sérénité,
ne marche pas. Je prends un exemple, on a travaillé avec STI, qui est le leader des piluliers, pour les piluliers connectés. Et la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de marché pour le pilulier connecté. Parce qu'ils imaginaient notamment, entre autres, que le pilulier allait envoyer un SMS à la fille quand les médicaments seront pris, quand les médicaments ne sont pas pris. Et la fille dit, mais attendez, mais vous ne vous rendez pas compte, moi je suis suffisamment stressé, je ne veux pas savoir ça. Hein. Vous n'allez pas me stresser tous les jours, le SMS à 10h il n'est pas arrivé, je vais stresser, je vais appeler 10h05, donc je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Et après elle dit, et la liberté arrive, et l'individualisme arrive, l'aidante dit, alors on lui dit, bah voilà, elle dit, mais moi c'est moi qui me connecterai sur le pilulier pour savoir si les médicaments ont été pris. Et là, l'individualisme de cette génération en question, tous les combien de temps allez-vous vous connecter? Environ toutes les semaines. Maman, elle a quand même des médicaments qui sont un peu quand même touchy, hein. On va dire ça comme ça, voilà. Toutes les semaines, vous voyez. Donc, ça c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est la sérénité. Tout ce qui va baser mon avis sur la sérénité, moi je ne mettrai pas d'argent dedans. Voilà. Deuxième idée, c'est qu'ils ont besoin d'aide à 2 moments. Il y a besoin d'aide lorsqu'ils deviennent aidants, s'il y a une chute, et là c'est un besoin vite d'organisation, c'est un besoin, certains ici doivent être aidants, donc ils doivent vivre ce que je dis. J'ai besoin d'organisation, j'ai besoin de savoir quelle aide à qui j'ai droit, enfin la co-organisation et l'organisation du maintien à domicile, qui est-ce que je contacte? Alors là c'est vraiment le bordel parce qu'il n'y a pas un guichet unique, donc j'appelle qui je peux, qui je veux, la caisse de retraite, les centres sociaux, bon bref, j'appelle tous ces gens-là et j'essaye de faire moi-même. Donc là il y a 15 jours, 3 semaines de stress. La difficulté, c'est que si une entreprise veut faire un produit ou un service pour entre guillemets, j'allais dire choper, pour cibler les aidants à ce moment-là, la fenêtre de tir, elle est très courte, parce qu'en fait, elle est environ d'1 mois. Après, tout est organisé, et elle pense que la sérénité va revenir. Voilà. Donc ensuite, là, il y a un pic de stress d'organisation. Après, la sérénité revient, c'est organisé. Puis après, vous voyez le stress qui commence à augmenter, la fatigue, etc. Et là, il y a besoin de répit. Voilà pourquoi en fait la loi a proposé un truc de répit. Il y a besoin de formation, de comment va évoluer la maladie d'Alzheimer, par exemple de ma maman. Certaines aidantes vont à la FNAC, ils lisent des bouquins sur place à la FNAC pour savoir comment ça évaluer. Il y a des besoins d'échanger, absolument d'échanger. La compagnie des aidants fait beaucoup ça. Ils ont un forum sur leur site. On échange entre aidants pour savoir qu'est-ce qui se passe. On ne va pas échanger avec son salarié, avec son patron. Ils ont des besoins aussi au boulot, le système qui va permettre de leur réduire leur absentéisme. Ça aussi, c'est un sujet. L'absentéisme augmente, je ne suis pas disponible, etc. Et puis il y a un autre truc qui m'échappe. Qui est aussi le maintien à domicile peut coûter très cher, donc il me faut une bourse de produits d'occasion que je pourrais installer chez ma maman pour le maintenir à domicile. Voilà. Et les aidantes, et après au niveau du volume, c'est environ, alors que les chiffres sont à plus ou moins quelque chose. Hein. Donc il y a 11 millions d'aidants et ça va se séparer, à mon avis, entre 6 millions en fait, ou un peu moins, de familiaux. Et après, on calcule les aidants professionnels. Donc après, c'est voilà. Autre question? Bonjour, merci. Vous avez fait une remarque tout à l'heure sur les produits de téléassistance. On vous avait dit il y a une responsabilité pénale, mais c'est valable pour tous les produits finalement digitaux. Du moment où on n'a pas une personne, il n'y a pas une fiabilité à 100% de toutes les technologies, même le pilulier. La personne peut sortir les pilules, ne pas les prendre. Je veux dire, si on rentre là-dedans, voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Exactement. Le pilulier, alors je vais rentrer là-dessus. Quand j'ai commencé à travailler avec STI Plastique, c'est 400 000 piluliers en France c'est le 80% du marché. À l'époque, en fait, il y a 2 ans qu'on a travaillé avec ça, c'était tous, on valide que le médicament est pris. Alors ça, je trouve ça totalement hallucinant, en fait, parce que j'ouvre la boîte, alors qu'en fait, ils imaginent des piluliers grands comme ça, avec des lasers à l'intérieur, et puis des trucs case par case pour savoir si la case va s'ouvrir. Donc en fait, je dis non, vous ne validez pas si la pilule est prise. Vous validez si la case est ouverte. C'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Donc si vous dites que le médicament est pris, effectivement, vous allez vous trouver au pénal. Non, sur la télé. Alors, donc en fait, ce qu'il faut mesurer, à mon avis, c'est la non-prise du médicament. Si le pilulier n'a pas bougé, par exemple, avec un capteur de mouvement. Et on peut disrupter complètement le marché, on peut clairement dire que ST Plastique ne vendrait plus un pilulier, mais juste un capteur de mouvement qui se collerait sur tous les piluliers du marché qui existent. Vous voyez, on peut changer le marché, etc. L'idée, en fait, que je trouve qu'avec la loi pour le vieillissement, ils n'ont pas travaillé là-dessus, c'est que pour la téléassistance, il fallait plutôt supprimer le pénal et mettre du civil, par exemple. C'est ça, dans mon idée.
Voilà. C'est l'entreprise qui passe au civil et pas le PDG qui passe... Voilà, c'est un peu comme le maire qui se tape un procès pénal parce qu'il y a une branche qui est tombée sur un enfant et qu'il n'a pas vu que la branche elle est tombée, quoi. Bonjour. Oui. Est-ce que vous avez un exemple d'un objet qui répond exactement à cette demande-là, c'est-à-dire qui touche aussi bien, qui a dû s'adapter à la génération des 72 ans, qui a pu toucher après ceux de 50 ans, mais qui touche aussi ceux de 92. Est-ce que vous avez un exemple par rapport à ça? Une réussite, on va dire. Alors, Oxo était une réussite. Il y a un produit de téléassistance aux États-Unis qui est sur une montre qui s'appelle le Lively, qui est en train d'être une réussite, mais qui est une réussite parce qu'ils ont le circuit de distribution. Ça, c'est important. Les résidences, ce qui est une réussite, c'est les résidences qui sont pseudo-intergénérationnelles. Ça, c'est en train d'être une réussite. Dans les villages seniors, pour ceux qui ont connu aux USA, il y a des villages qui s'appellent les Sun City. Je ne sais pas si vous avez déjà visité. C'est des villages de 10 000, 15 000, 40 000 personnes pour les seniors. Ça ne marche plus. Par contre, ce qui se fait et qui marche à l'heure actuelle, donc Del Webb, qui est le promoteur, fait ça. Ils font des villages plutôt sécurisés pour l'ensemble des générations. Par contre, il y a un espace à l'intérieur qui est pour les seniors, qui est ouvert. Mais les jeunes savent qu'ils n'ont pas le droit d'y aller. Donc voilà, je peux aller dans une piscine, me faire éclabousser pour un petit-fils ici. Et là-dedans, je vais à la piscine, je vais être tranquille. Il y a ça, mais il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Oui, quand on reçoit des projets, d'ailleurs maintenant je fais même plus de promo sur l'investissement parce qu'on en reçoit trop. Mais il y a une startup qui est intéressante, c'est Telegraphics. Ici, Telegraphics, c'est un logiciel en fait d'analyse du mouvement, enfin d'analyse des capteurs, C'est intéressant. Il va y avoir à mon avis, un autre sujet qui va être intéressant, c'est l'actimétrie. Bon, c'est un peu les Telegraphics, mais ils vont mesurer la consommation électrique et la consommation d'eau. Donc en fait, la téléassistance, elle bascule d'un médaillon, elle va basculer peut-être via des capteurs de présence, et après il va y avoir la mesure de l'électricité. Sachant que c'est pas encore au point, mais l'idée en fait, c'est de mesurer en fait la trace électrique de chaque appareil électrique avec un logiciel qui se cale sur le compteur. Quand on ouvre les lumières, on sait quelle lumière on a allumée, et donc on va pouvoir mesurer peut-être le début de dénutrition quand on va ouvrir le frigidaire. L'intérêt de ce système-là, c'est qu'il va être présenté pour les plus âgés, pareil pour la sécurité, et il va être présenté pour les plus jeunes sur les économies d'énergie. Vous voyez, donc là c'est pareil, ça va être un autre exemple de produits qui vont fonctionner. Par contre, les produits que moi je trouve que c'est trop tôt, c'est les robots, c'est tout ce qui est trop too much, quoi. C'est au niveau technologique, c'est trop tôt au niveau des marchés pour moi. C'est mon avis, hein, voilà. 5e question. Merci. On parle beaucoup des bijoux connectés. Est-ce que les seniors, en tout cas les marques présentent ces produits comme des produits très intergénérationnels. Est-ce que les seniors adhèrent vraiment? Je sais pas, l'iWatch ou tous les bijoux qui peuvent suivre une santé, un rythme cardiaque, etc. Alors en fait, ces produits-là, c'est baby boomer, c'est pas senior. Il y a une cohérence générationnelle. Par contre, dans les bijoux connectés, je pensais à autre chose qui était dans la téléassistance, Assicel fait un médaillon sous forme de bijoux connectés, voilà, etc. Donc la difficulté, c'est que un truc que j'ai pas dit, c'est que si l'usage du produit il est intergénérationnel, ça sera plus facile. C'est l'histoire de la grand-mère qui à table montre son ouvre-boîte simple d'utilisation à toute la famille parce qu'elle sait que tout le monde l'utilise. Mais elle ne fera pas ça avec des aides auditives, elle ne fera pas ça avec une téléassistance même relookée à mon avis. Tout ce qui est smartphone, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes par rapport. Après, il y a un problème générationnel. Il faut faire attention à ça. Mais proposer la watch, je vais me faire tuer là. Mais proposer la watch ou proposer, est-ce que je dis, Siri à des gens qui ont la téléassistance, moi je me pose des questions. Peut-être que ça marchera, peut-être que j'aurai tort. Des fois j'ai tort, hein, d'accord. Mais je doute qu'il y a une cohérence générationnelle. Bonjour. Moi, je voudrais avoir votre avis sur la solvabilité des produits qui sont liés à la santé. L'idée que j'en ai, c'est que les gens ont du mal à payer pour des produits. Alors, ils payent par la Sécu, par la mutuelle, mais leur demander de payer pour des produits qui sont destinés à améliorer leur santé,
ils sont moins favorables. Voilà. Oui, effectivement. Les produits de santé, ils vont estimer que c'est gratuit. Un exemple du style, l'année dernière, sur un stand ici, sur un téléassisteur, il y avait une offre où les personnes pouvaient payer un forfait et payer pour avoir un deuxième avis médical, par exemple. Et ben là, ça marche pas parce qu'effectivement, donc même quand on appelle le dirigeant de Médecins Directs, il dit mes clients, c'est pas les seniors, c'est pas les personnes. Donc si on paye pas en fait, dans l'esprit des gens, on paye pas pour ce type de service pour la santé. Et c'est les mutuelles qui vont payer ou c'est les entreprises qui sont nos clients. Effectivement, il y a un souci. Même le diagnostic, vous savez, le diagnostic d'aménagement, c'est intéressant. Le diagnostic qu'on a présenté ce matin de mesure de l'état de l'appartement par rapport à la personne. Les plus âgés, en fait, ils disent c'est la caisse de retraite, l'assurance sociale qui doit fournir ce diagnostic. Les baby boomers, ils disent c'est le médecin qui fournit le diagnostic. Vous voyez, différence de génération. Combien est-ce que vous voulez le payer? Ah, mais ça va être gratuit, c'est la santé. Baby boomers. Mais après, en creusant, bon, d'accord, voilà le prix, mais à la base, c'est gratuit. Et après, le problème, et je refinis ça, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont en train d'imaginer d'intégrer leurs produits dans une assurance. Signaux faibles, enfin là, il est même plus faible, il est énorme. La définition de l'assurance est juridiquement très réglementée. Et un diagnostic ne peut pas être intégré à une assurance. Une telle assistance ne peut pas être intégrée à l'assurance. C'est un service. Ceux qui le font, c'est pas via l'action sociale. Donc là, c'est pareil. Il y a de la difficulté sur ces produits en question. Bonjour, un grand merci. Petite question, est-ce que tous les problèmes de produits non adaptés au marché ne viennent pas des difficultés d'expérimentation ou de co-construction avec le public cible? Parce qu'on a l'impression parfois que ça a été fait sur le papier et que ça n'a pas été testé ou validé par des publics cibles. Alors mes clients, non. Non, je blague. Ce que j'ai toujours, c'est par exemple l'histoire que le diagnostic, il doit être proposé par le médecin. Ça, moi, je l'avais pas vu. J'aurais pas pu le deviner, ça. Donc les produits, il faut forcément, comme les marketeurs disent, les co-créer avec des seniors. On quantifie le marché, mais on co-crée le produit avec les seniors. C'est les seniors qui doivent dire, enfin, même les jeunes, hein, c'est le client qui doit dire quel est le prix, comment on le présente, quelle est la marque. Tout doit être fait avec eux et pas du tout imaginer. Un jour, j'étais chez Neuf Télécom, il y a longtemps, hein, et je vois arriver, bon, je peux les citer parce que maintenant ils n'existent plus, enfin, ils ont été rachetés, etc. Et ils avaient développé un ordinateur simple d'utilisation, le remplacement du Minitel, et c'est des équipes, le plus âgé avait 28 ans. Et leur truc n'était pas du tout adapté aux seniors. En fait, ils projetaient leurs grands-parents, en fait. Hein. Mais leurs grands-parents, c'est un cas spécifique parce que c'est très hétérogène. Donc, non. Il faut toujours faire un minimum, même faire peu de personnes, mais bien, au niveau de tester des produits. Hein. Moi, je dis, vous faites 8 personnes très types dans la cible, où le produit, il est créé. Les seigneuriales, ils viennent l'année dernière, je crois, ils ont co-créé carrément des nouveaux appartements. Et on voit qu'il y a des idées qui sortent, notamment, par exemple, la planche pour repasser le linge, par exemple, comme elle est rangée, on n'aurait jamais pu deviner. Les seniors ont demandé à ce que dans le hall d'entrée, il y ait un casier fourre-tout pour mettre tous ces trucs quand on arrive. Ça, ils l'avaient jamais deviné tout seul. Donc on est forcé de... Et si on ne fait pas ça, on loupe un signal faible. Un autre exemple, si on ne fait pas ça, Easy Shower qui fait des douches, qui remplace la baignoire par une douche, les publicités étaient marquées au début installation en 6 heures. Alors moi, je ne voyais pas trop le problème. Ils disaient, mais attendez, 6 heures, vous ne faites pas de la qualité, c'est pas possible. Donc maintenant, c'est marqué installation en une journée. Ça ne change rien, mais c'est le petit détail qui fait que Easy Shower est leader. Voilà. Une première, par rapport à cela, vous avez dit la solvabilité des produits, tout ce qui est produit de santé, les gens ne veulent pas payer pour la santé. Je suis un peu surpris, moi, par rapport aujourd'hui au boom de tous les produits, on va dire, complémentaires. Où là, je vous citerai des pharmacies sur Paris où les gens sortent avec des caddies entiers de condiments. Donc est-ce qu'il faut mieux pas vendre du bien vivre et du bien-être que de vendre de la santé? Alors la deuxième, c'est on voit par rapport à l'an dernier, il y a un boom sur tout ce qui touche la mobilité. Mobilité, je veux dire le mouvement. Je pense que c'est consécutif aux problèmes de dos et autres. Quel est votre œil averti sur ce marché? Oui, l'aide au mouvement, l'accompagnement.
Alors l'aide au mouvement, j'ai pas mis un français parce que je vais me planter, d'accord. Donc il faudra poser quelqu'un à un confrère. Par contre, le côté santé, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il faut. D'ailleurs, il y avait un rapport qui avait fait polémique, qui avait été écrit par la direction générale sous l'ancien Premier ministre, et il disait la règle des 20-80, c'est les compléments alimentaires, tout cela, c'est consommé par les 20% des seniors les plus aisés, en moyenne. Donc il y avait la notion de CSP plutôt que en moyenne. Voilà. Donc à creuser. L'autre question, je ne vais pas répondre, je vais me planter, d'accord. Je vais être très clair. Je pense qu'on arrête là parce qu'il est à 10h, à midi, il y a l'autre conférence. Je vous remercie. Puis si vous avez des questions, je suis là. Voilà. Merci.